Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La victoire de l'Allemand Thaler dans l'étape du Tour de France qui conduisait aujourd'hui les coureurs de Lorient à Rennes, la réunion la semaine prochaine des pays producteurs de pétrole et l'annonce aujourd'hui par le ministre saoudien du pétrole d'une hausse continue des prix, le tiercé, il fallait jouer aujourd'hui le 8, le 17 et le 3, voilà probablement les trois grands sujets de l'actualité de cette journée si, pour tous les Français, ce dimanche avait été un dimanche comme les autres. Seulement voilà, depuis 2 jours maintenant, toute une région de France vit un véritable cauchemar. Les orages qui se sont abattus dans le Gers dans l'après-midi de vendredi ont littéralement dévasté ce pays. Les biens matériels ont souffert, mais les hommes aussi. Aujourd'hui, il est encore difficile de faire exactement le bilan. 11 corps ont d'ores et déjà été retirés des eaux boueuses, mais la liste des disparus s'allonge d'heure en heure et nous en sommes ce soir à 19, un chiffre qui n'est pas définitif. Certes, la décrue s'est amorcée, mais cela ne signifie pas pour autant le retour à la vie normale. Les problèmes restent entiers. Problèmes de sécurité, problèmes de santé, problèmes aussi bien sûr d'argent. Et pour vous montrer que rien n'est fini, cette simple information. Une équipe d'Antenne 2 a quitté Auch en début d'après-midi, en fin de matinée très exactement. 1 heure seulement après son départ, des milliers d'habitants de cette ville ont dû être évacués par la police. Une canalisation de gaz venait de se rompre, on craignait une explosion. Heureusement, celle-ci ne s'est pas produite. Alors maintenant, je vous propose de revenir sur ces dernières 24 heures avec François Cornet et Jacques Maillot. Des images bouleversantes qui traduisent bien toute la détresse de centaines de gens qui, en quelques minutes, ont tout perdu. Sur les rives du Gers, plantée au cœur de la Gascogne, une petite préfecture de 25 000 habitants, Auch. Dans les rues de la basse-ville, vendredi dernier, les eaux de la rivière en crue ont dévasté magasins et maisons, charriant sur leur passage meubles, voitures, arbres ou camions. Un véritable raz-de-marée, on n'a pas vu un tel déluge dans la cité de D'Artagnan depuis 1897. C'était affreux parce que tout le monde s'affolait un petit peu. L'eau coulait de partout, on ne savait plus quoi faire. On a essayé de monter tout à un étage supérieur, mais on ne pouvait rien faire parce que ça montait, ça montait. On est parti parce qu'on ne pouvait rien faire, quoi. Ce matin, au pied de la cathédrale ou de l'escalier monumental, les eaux se sont retirées. Alors, comme au Frioul dans le nord de l'Italie, à Pékin ou en Turquie, au Pérou ou en Iran, en Inde ou au Bangladesh, les habitants d'une province française ont refait les gestes de tous les sinistrés des grands cataclysmes. Avec des pelles et des pioches, parfois avec leurs mains, ils ont fouillé les ruines pour essayer de reconstituer leur vie, celle qu'ils avaient encore au matin du 8 juillet, la vie de tous les jours, la vie de tout le monde. Mais comment pourrait-il oublier que dans ces rues, 5 personnes, des voisins qu'ils connaissaient, sont morts et que d'autres ont disparu un matin d'été parce qu'une rivière a débordé. En principe, cela n'arrive qu'aux autres et ailleurs. Aujourd'hui, le Tarn-et-Garonne, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers et le Lot-et-Garonne sont touchés. Des centaines de familles sont sans abri, elles ont tout perdu en l'espace de 8 minutes. De nombreux problèmes se posent maintenant, sur le plan économique bien sûr, mais aussi sur le plan médical. Après le retrait des eaux, il est évident qu'il va rester dans les zones inondées quantité de détritus, d'ordures, qui seront autant de milieux de culture pour les microbes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une pullulation microbienne et obligatoirement, quelquefois, il peut se produire des maladies infectieuses, dont les 2 principales sont, auxquelles on doit penser, c'est la typhoïde et le tétanos. Ce soir, après ces inondations, le sud-ouest pense ses plaies et fait ses comptes. Les récoltes de blé, d'avoine, d'orge ou de maïs sont perdues à 90%, le vignoble de l'Armagnac est aux 3/4 détruit, les pertes en bétail sont élevées, de nombreuses routes ou voies de chemin de fer sont endommagées, des lignes électriques ou téléphoniques coupées. Quant aux commerçants des quartiers sinistrés, leurs stocks ont été emportés par les flots ou ne sont plus utilisables. On n'a plus de... Tout le stock a disparu, tout est parti, on n'a plus de marchandises, plus rien, donc des échéances à faire, des impôts à payer, des charges sociales à payer, du personnel. On ne sait pas, on n'a aucune aide pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passera demain.
La crue de la Garonne et de ses affluents sera lourde de conséquences et on ne sait pas très bien en effet dans le Gers et dans les autres départements de quoi demain sera fait. Le député-maire socialiste d'Auch a demandé au Premier ministre un secours d'urgence. Raymond Barre a fait débloquer 1 million de francs en faveur des sinistrés. Dans le sud-ouest, on trouve que cette aide est loin d'être suffisante. Je pense que les secours qui vont dans un premier temps être attribués permettront tout au plus aux plus démunis de tenir quelques jours, à ceux qui n'ont rien, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont tout perdu, leurs papiers, leurs portefeuilles. Ces gens sont dans le plus grand dénuement, nous les hébergeons, ils ont besoin de secours immédiats. Je crois que quelques secours ont été débloqués, mais il ne saurait à rien se substituer à une indemnisation qui est absolument indispensable. L'eau en 1977 aura des répercussions plus graves dans cette région que la sécheresse de 1976. Et les agriculteurs de la vallée du Gers et de la Baïse subissent, comme ils ne se souviennent guère les avoir subis, les calamités et la fatalité. Aujourd'hui, les commerçants sont dans le même cas. Ce département est un département essentiellement agricole. Depuis 3 ans, je suis dans le Gers, nous avons eu de multiples calamités. Ce département est toujours frappé par des calamités. Mais c'était plutôt le monde agricole, c'était les paysans qui l'étaient. Or, cette fois-ci, ce sont les villes qui ont été frappées, et c'est un problème nouveau pour nous. Comment comptez-vous indemniser les sinistrés? Des procédures sont prévues. Le ministère de l'Intérieur nous a débloqué des secours d'urgence. Nous allons procéder à des évaluations approximatives. Ces secours ne seront peut-être pas très importants dans l'immédiat, mais ensuite, bien entendu, et comme je vous l'ai dit, à plus longue échéance, peut-être pas dans l'immédiat, des dossiers seront constitués, et à ce moment-là, on verra quel est le montant exact des dommages, et on fera une répartition selon les évaluations de chacun, qui seront vérifiées par les fonctionnaires de la protection civile. Les eaux se sont mises en colère. C'est aujourd'hui, dit-on à Auch, comme après un bombardement. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, les canalisations de gaz sont rompues et à tout instant une explosion est à craindre. Il est encore trop tôt pour chiffrer le bilan exact de ces inondations. Il s'élèvera sans doute à plusieurs milliards de francs de dégâts. Les indemnisations viendront un jour, bien sûr, mais en attendant, il faudra vivre. Ce matin, dans ces rues de la basse ville, les habitants avaient le visage hébété, comme dans chaque catastrophe, des gens qui ne comprennent pas. Oui, et pendant ce reportage, vous avez pu, grâce aux vues prises d'un hélicoptère, vous rendre compte de l'ampleur des dégâts. Les hélicoptères de l'armée ont d'ailleurs permis le sauvetage de très nombreuses personnes, puisque plus de 200 habitants du Gers ont été évacués, parfois en pleine nuit, vers des zones non inondées. La lutte contre l'implantation des centrales nucléaires prend parfois un caractère violent. C'est ce qui s'est produit cette nuit en Bretagne. À 1 heure d'intervalle, 2 explosions ont endommagé des installations de l'EDF-GDF. La première explosion à Saint-Malo visait une usine à gaz. Un bâtiment a été soufflé. Le deuxième attentat, moins d'1 heure plus tard, à Dinan, était dirigé contre un garage de l'EDF. Ces 2 attentats ont été revendiqués par le Front de libération de la Bretagne, tendance ARB. Le pétrole. Eh bien, le pétrole, nous allons beaucoup en parler cette semaine. Mardi, à Stockholm, les représentants des pays membres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, ces pays membres se réunissent en effet pour reparler prix. Un prix qui ne sera, même s'il n'y a pas de hausse immédiate, semblable à celui que nous connaissons aujourd'hui. Le cheikh Yamani, le ministre saoudien du pétrole, ne le cache pas. Le pétrole, a-t-il dit aujourd'hui, l'or noir augmentera plus vite que les autres denrées de matières premières. Un problème grave donc pour la France, puisque en France, les importations ne doivent pas dépasser 55 milliards par an. Les pays membres de l'OPEP sont au nombre de 13. Ils sont bien sûr arabes, mais aussi africains, asiatiques avec l'Indonésie et sud-américains. 13 États liés par le pétrole, mais politiquement et géographiquement différents. Les pays de l'OPEP représentent une population de 315 millions d'habitants environ. Mais il y a des différences énormes. Ainsi, l'Arabie saoudite, avec les plus importantes réserves pétrolières du monde, compte moins d'habitants que la région parisienne. A l'inverse, l'Indonésie est presque 3 fois plus peuplée que la France. De ces différences naissent au sein de l'OPEP des divergences. D'un côté, il y a des Bédouins couverts d'or et qui vivent largement en dessous de leurs moyens. Ce sont notamment les Émirats et l'Arabie saoudite. De l'autre, il y a les pays qui veulent apprivoiser le pétrole pour payer leur industrialisation et créer des emplois. Par exemple, l'Iran, l'Indonésie, l'Algérie. Jusqu'à présent, malgré leurs divergences, les pays pétroliers ont su rester unis. De quoi va-t-on parler à Stockholm?
Officiellement, deux problèmes comme l'indexation du prix du pétrole sur les prix des produits industriels occidentaux. Mais il ne devrait pas y avoir de nouvelles hausses. En alignant au début du mois de juillet ses prix sur celui de ses partenaires, l'Arabie Saoudite a obtenu un sursis. Avec ses énormes richesses, l'Arabie Saoudite est le chef de file de l'OPEP, qui est le fournisseur numéro 1 des pays occidentaux. La production annuelle de l'OPEP atteint 1,5 milliard de tonnes. Cela représente seulement la moitié de la production mondiale, mais 85% du pétrole exporté dans le monde est fourni par l'OPEP. Depuis 1973, vous pouvez suivre sur ce tableau l'évolution du prix du pétrole. Il a pratiquement triplé. À titre de comparaison, voici l'évolution du prix d'un litre de super. Mais la hausse décidée par l'Arabie Saoudite, la hausse du début du mois de juillet, ne devrait pas se répercuter sur l'essence cette année, c'est du moins ce que vient d'annoncer le chef de l'État. Enfin, il y a notre facture pétrolière pour 1977. Raymond Barre l'a bloquée à 55 milliards de francs. Toute hausse de prix devrait se traduire en principe par des restrictions. Les pirates de l'air qui avaient détourné dans la nuit de vendredi à samedi un Boeing 707 de la compagnie d'aviation koweïtienne se sont finalement rendus à la police il y a quelques heures sur l'aéroport de Damas. Cela s'est passé en Syrie. Tous les passagers avaient été libérés auparavant. Et puis en Ouganda, encore un accident de la route assez mystérieux. Après le cardinal archevêque de Kampala, c'est la secrétaire personnelle du président Idi Amin Dada qui a été tuée dans une collision entre sa voiture et un véhicule militaire ougandais. Le président ougandais a présenté ses condoléances à la famille. 25 ans de règne, un jubilé. Non, ce n'est pas de la souveraine britannique dont je voudrais vous parler. Un autre roi, en effet, fête cette année son 25e anniversaire, tout au moins le 25e anniversaire de son accession au pouvoir. Ce roi, c'est le souverain hachémite Hussein de Jordanie, un roi qui a résisté, vous le savez, à de multiples tentatives de coup d'État et qui a échappé certainement à autant d'attentats et qui, pourtant, vous allez pouvoir en juger, conduit dans les rues jordaniennes lui-même sa voiture. Survoler Amman, ou cette colline, en compagnie du petit roi de Jordanie, presque un acte de courage. Depuis 25 ans, que de complots, que d'attentats. Aujourd'hui, Hussein n'apparaît plus pour le camp occidental comme l'interlocuteur privilégié. Mais en 1970, durant Septembre Noir, il était pour le monde arabe l'agent de l'impérialisme américain. Et c'est dans ce camp de réfugiés palestiniens que se sont déroulés les premiers combats entre Fédaïn et armée jordanienne. Le pouvoir du roi Hussein est cependant sorti renforcé de cette épreuve. C'est la jeune reine Alia qui avait choisi les plans et décoré ce palais. C'est elle qui avait fait installer le petit remonte-pente pour les enfants. Elle n'a pas pu planter de jasmin, elle est morte en février dernier dans un accident d'hélicoptère. Par temps clair de la terrasse, derrière la montagne, on aperçoit Jérusalem. Il y a aujourd'hui un Israël fortement militarisé, avec un gouvernement extrémiste. En ce qui concerne nos objectifs, ils ont toujours été d'établir une paix juste et durable dans cette région. Il faut donc nous préparer du mieux que nous pouvons. Prendre conscience qu'Israël est une force menaçante. Israel is at this stage and maybe in the future. Maintenant, au plus tard, Israël ne peut pas se contenter des régions actuellement occupées et représenter un danger. Nous savons en Jordanie que nous sommes en première ligne, pour ainsi dire. And we know here in Jordan that we are in the first line, really, so to speak, of any future Israeli military adventure. Pour fêter le jubilé du roi, chaque ville organise une fête, ici à Irbierd, à l'université. Le temps et les déceptions ont rendu le roi Hussein réaliste et moins impulsif, dit-il. Il avait 17 ans lorsqu'il a succédé à son père malade. Il n'aime pas le mensonge ni la dissimulation et perdre son temps le déprime. S'il n'avait pas été roi,
il aurait aimé être médecin ou avocat. Tout ce qui concerne les hommes le fascine. C'est son frère, le prince héritier Hassan, qui s'occupe des problèmes économiques et sociaux. Le domaine réservé du roi, la politique étrangère, elle est vitale pour la Jordanie. L'affaire a été conclue entre les Américains et l'Arabie Saoudite. Le roi Hussein attend maintenant la livraison des missiles anti-aériens. Il y a quelques mois, il se rendait aux USA pour rencontrer Jimmy Carter. J'ai été impressionné par son courage, son honnêteté. Il a du charme, il s'intéresse aux problèmes de cette région. Est-ce qu'il les connaît bien? Il se met au courant de tous les détails, non seulement du présent, mais aussi du passé. Le roi fait remarquer avec un peu d'amertume qu'il y a quelques années, sa proposition d'une confédération palestino-jordanienne faisait hurler et qu'aujourd'hui, l'idée est à la mode. Pour lui, les Palestiniens devront choisir en toute liberté. Le meilleur soutien du roi sont les Bédouins. Ils forment les 3/4 de son armée, une armée de métier de 80 000 hommes. Le roi Hussein y est attentif, non seulement parce qu'Israël et la Jordanie ont 400 km de frontières communes, mais parce qu'il espère que l'armée sera le creuset de son pays. Vous êtes satisfait? Vous aimez tirer? Je m'entraîne de temps en temps, pas aussi souvent que je le voudrais. I enjoy target practice. I do once in a while, but it's not as often as I would like to. Vous aimez la vie de soldat? Oh oui. L'armée, c'est important pour vous? C'est important dans tous les pays, mais surtout ici. Pour nous, c'est une école, un lieu de rencontre pour les jeunes. Quand ils quittent l'armée, ils ont appris une façon de vivre plus disciplinée et plus productive. Vous conduisez souvent dans les rues de Amman? Oui, je suis une sorte de chauffeur de taxi. Est-ce que c'est bien prudent, sans sécurité? Je me sens plus en sécurité chez moi que partout ailleurs dans le monde. À l'étranger, il faut plus de précautions. Au pouvoir depuis un quart de siècle, Hussein de Jordanie aura besoin encore de toute son habileté politique pour exister entre une Syrie ambitieuse et une future patrie palestinienne. Le gouvernement suédois est prêt aujourd'hui à faire ses excuses à Ingmar Bergman. Le cinéaste, qui est mondialement connu, avait été l'an passé condamné pour fraude fiscale. Il s'était alors exilé et les Suédois le regrettent maintenant. Il aimerait bien que le cinéaste, auteur des Fraises sauvages ou bien de la Flûte enchantée, revienne dans leur pays. Bergman a été certes ému par cet appel, mais il continuera, a-t-il déclaré, à vivre en dehors des frontières suédoises jusqu'en 1980. Et oui, il a maintenant des contrats ailleurs. Finalement, dans cette affaire, je crois que c'est le fisc qui aura plus perdu que gagné à avoir condamné Bergman pour fraude fiscale. En sport, un simple rappel, puisque Stade 2 vient tout juste de se terminer. À Rennes, l'étape du Tour de France a été remportée par un Allemand, il s'appelle Thaler, et c'est un autre Allemand, mais celui-là on le connaît mieux, c'est Dietrich Thurau qui a conservé le maillot jaune. Les torfistes regardaient cet après-midi du côté de l'hippodrome d'Auteuil où 17 chevaux couraient le tiercé dans le prix Rigoletto, 4400 mètres des obstacles et cependant finalement pas de grosses surprises. Avec les forfaits du 2 Bachicha et du 5 Cartero, ils sont effectivement 17 à prendre un départ rapide et à se présenter groupés en pleine piste à la haie du pavillon sous la direction du 4 Don Léger et du 9 Lac du Val d'Or. Les chevaux font un petit tour et puis reviennent sauter la rivière des Tribunes, toujours sous la conduite de Lac du Val d'Or.
La rivière est franchie sans encombre, mais c'est au deuxième tour, sur la piste d'en face, la piste extérieure de Steeple, que les choses sérieuses vont commencer. Déjà, la future gagnante Grondante a pris une option. Elle va passer en tête le Welditch & Pence, qui verra la chute du 16 à Galance, une chute qu'évitera de justesse Falcon Martin, le jockey du 12 Joachim. Et c'est la dernière haie, avec toujours en tête Grondante, talonnée par l'Asmir et le favori Brasidas. Il faudra la photo pour déterminer la victoire de la femelle Grondante. Une victoire somme toute logique pour le prix Rigoletto. Souvenez-vous, la donne à la femme, la donne à Immobile. Le 8, le 17 et le 3. Il doit y avoir beaucoup de gagnants puisque nous n'avons pas encore les rapports de cette TRC alors qu'il est déjà 20h22 pratiquement. Nous les aurons peut-être avant la fin de cette édition. En tous les cas, vous aurez ces rapports dans notre dernière édition, peu après 23h. Les vacances, eh bien, ces vacances se poursuivent pour bon nombre de Français et la semaine qui vient devrait, 14 juillet oblige, marquer le coup d'envoi des deuxièmes gros départs. Tout le monde cependant ne fréquente pas les plages du Midi ou de l'Atlantique et tout le monde ne va pas non plus se dorer au soleil dans les clubs où la vie est tout organisée. Certains touristes recherchent en effet encore l'insolite. Et cet insolite, nous l'avons trouvé il y a quelques jours en Turquie. Cet homme éternise sur sa planche à dessin ce que la nature a mis des millénaires à former, les cheminées de fées de la Cappadoce. Ce paysage lunaire est né un jour de la fureur d'un volcan, le mont Agé, qui culmine à 4000 mètres et a craché ses laves à 100 km à la ronde. Ce sont le gel, la chaleur, la pluie, les vents, la neige qui ont creusé le relief et qui ont formé petit à petit ces cônes volcaniques, ces donjons, ces tours que vous voyez partout. Et parce que le tuf tendre, protégé par un chapeau dur, résistait à l'érosion. Mais le plus étrange est que les hommes sont venus habiter dans ces cônes de lave solidifiés. Les premiers ont été les chrétiens d'Anatolie, persécutés par les Arabes au début de notre ère. Ces cavernes, ils les ont parfois transformées en églises, et avec la terre rouge de la région, ils ont éternisé sur ces voûtes les scènes de la vie du Christ. Mais aujourd'hui encore, la plupart des 20 000 habitants de la Cappadoce vivent comme des troglodytes dans ces cavernes creusées dans la lave. Voici par exemple le labyrinthe que doit suivre chaque jour ce garçon pour rentrer chez lui. Car les richesses touristiques de la Cappadoce ne profitent guère à ses habitants. Elles sont surtout exploitées par des Turcs venus de la capitale ou même par des étrangers. Alors, des villageois tentent de faire commerce de leurs traditions, comme celle des tapis, vendus souvent pour une bouchée de pain aux marchands qui sillonnent le pays. Combien de temps il te faut pour faire un tapis? Il me faut 1 mois pour faire un tapis comme celui-ci. Et tu travailles combien d'heures par jour? Je dois travailler 8 heures par jour. Le sort des paysans de Cappadoce ne s'est guère amélioré. La terre volcanique leur permet seulement de faire de meilleures récoltes que dans d'autres régions. Mais les jeunes cherchent fortune ailleurs. C'est pas possible ici. Il n'y a pas beaucoup de l'argent. Il m'a payé de patron, par exemple. Il m'a payé 1000 livres ou 1500 livres. Pour moi, ça peut intéresser. C'est pas beaucoup. 500 francs, quoi. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je vais à Angleterre ou bien France. Je trouve une place pour travail de 2 ans ou 3 ans. Après, je vais à service militaire. Je gagne l'argent. Je ouvre de petits magasins ou bien hôtels. Ici, dans la région? Oui, dans la région. Mais pour ces paysans de Cappadoce, il n'est plus question de partir. Ces hommes et ces femmes essayent seulement de résister à l'afflux des touristes chaque année plus nombreux.
Les rapports du tiercé viennent tout juste de me parvenir. Il fallait donc jouer cet après-midi le 8, le 17 et le 3. Cette combinaison rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 10 172 francs, pour 5 francs je le dis bien, et dans un ordre différent, toujours 8, 17, 3. Dans un autre ordre, 713 francs 50, toujours pour 5 francs. Retour à la Turquie où, je vous le dis tout de suite, il n'était pas nécessaire aujourd'hui d'aller aussi loin pour avoir un peu de chaleur et je ne crois pas qu'il ne sera nécessaire de faire le voyage pour avoir chaud également demain. Les températures sur la France seront en effet semblables à celles d'aujourd'hui. Le soleil brillera sur les régions méditerranéennes et sera nuageux avec toutefois de belles éclaircies un peu dans d'autres régions ailleurs. Attention encore aux orages sur les Pyrénées et le sud-ouest ainsi que sur le Massif central et sur les Alpes. À 23h26, très précisément, c'est Pierre Alain qui vous présentera le dernier journal de ce dimanche. Bonne soirée.